Bienvenue dans notre émission podcast en vidéo pour l'événement L'Industrie Magnifique qui se tiendra du 3 au 13 juin à Strasbourg. L'Industrie Magnifique, c'est l'exposition d'une trentaine d'œuvres d'art sur 24 places de Strasbourg. Je rappelle le concept de l'IM, l'Industrie Magnifique, des œuvres d'art qui sont nées d'une rencontre entre un mécène de l'industrie et un artiste. Cette année, 63 artistes y participent, épaulés par 35 entreprises mécènes. Parmi les entreprises mécènes, il y a Aguerre. Et avec nous, Nadia Hoffman dans le studio. Nadia Hoffman, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de partenariat chez Aguerre. Oui. Spécialiste allemand des composants électriques, Aguerre a choisi de financer l'œuvre du trio d'artistes belges Labo. Ce sera une installation monumentale, 7 mètres sur 2,80 mètres qui pèse 5 tonnes. L'installation sera visible d'ici quelques jours sur la terrasse Rohan à Strasbourg. Aguerre participe pour la deuxième fois à l'Industrie Magnifique. Pour vous, c'était une évidence d'y participer de nouveau ? Oui. La première édition pour nous, c'était un beau succès. Nous avons participé avec une sculpture de Stefan Walkenhol sur la place d'Austerlitz. On a pu créer des belles rencontres et participer à l'Industrie Magnifique pour nous, c'est aussi faire découvrir en fait l'industrie autrement au grand public, communiquer autrement et puis en tant qu'employeur, l'un des plus grands employeurs de la région, pour nous c'est important d'y participer. Avec donc 2700 collaborateurs dans le Bas-Rhin, oui, c'est important d'être présent pour nous. Oui, 2700 collaborateurs, vous avez plus de 2000 salariés à Obernai et vous êtes implanté aussi sur 2 autres sites en Alsace. À Saverne et à Bischwiller, oui. Donc l'un des plus grands employeurs privés du Bas-Rhin. L'intérêt, c'est de communiquer autrement, vous l'avez dit. C'est ça l'intérêt de financer une œuvre d'art et de l'exposer ? Alors, l'art, au final, pour nous, c'est une manière de révéler un petit peu le côté créatif aussi de l'industrie, de valoriser l'industrie qui est souvent méconnue. Et puis, pour nous, c'est une manière, effectivement, de rendre l'art accessible au grand public, mais aussi en interne, parce que c'est là où ça commence, en fait, la rencontre. Faire découvrir aussi aux collaborateurs, l'artiste, son univers et l'univers industriel autrement aussi en interne. Oui, c'est pour donner une autre image de l'industrie. Avez-vous toujours des difficultés à recruter ? Alors recruter, c'est important pour nous. On cherche constamment des nouveaux talents. Donc oui, dans tous les domaines. Actuellement, par exemple, il y a plus de 90 postes ouverts uniquement pour la France. On cherche également beaucoup de stagiaires. On a lancé un nouveau programme de recrutement pour les stages supplémentaires dans une situation compliquée en ce moment pour les jeunes, donc pour avoir une expérience supplémentaire en entreprise. Donc oui, c'est important pour nous d'être visible, de faire découvrir notre métier. Et d'avoir une belle image qui attire. Parce que l'industrie, ça peut rebuter certains, c'est ça ? Et l'industrie, c'est passionnant en fait. Moi aussi, j'ai découvert ça en intégrant Aga Group. Oui. D'accord. Donc, parmi ces recrutements, il y a de gros investissements. Aguerre vient de faire un gros investissement à Vendenheim-Reichstätt avec une nouvelle plateforme logistique. Est-elle déjà opérationnelle ? Alors, la plateforme a démarré en mai. Donc, avec des produits hors gabarit, effectivement, et puis les produits modulaires, donc les disjoncteurs, sont intégrés et expédiés à partir de l'automne. Oui, c'est un grand projet pour nous. C'était important de centraliser et de mieux pouvoir servir nos clients à travers une plateforme unique qui livre toute l'Europe et l'international. Et c'est un gros investissement de combien ? Oui, de plus de 40 millions d'euros. Pour évoquer l'actualité de votre entreprise, vous avez lancé aussi en ce début d'année un département Aguerre Énergie. Vous développez des batteries au lithium destinées à la maison, permettant de stocker l'électricité qui est autoproduite. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle activité ? Alors, c'est un domaine de développement en fait pour Aga Group. Notre cœur de métier à la base, c'est la distribution de l'énergie, donc à travers les tableaux électriques et les disjoncteurs. Et maintenant, on évolue en fait vers tout un système complet qui intègre donc les bandes de recharge pour les véhicules électriques qu'on produit également, les systèmes de stockage effectivement qui sont donc reliés notamment aux panneaux photovoltaïques sur le toit, et tout un système qui commande et qui coordonne ça. Donc c'est c'est l'avenir et pour ça nous avons besoin de plus en plus de produits connectés, digitaux. Donc là-dedans on évolue, on se développe énormément.
Oui, quand on veut recharger, sa voiture, qu'on veut lancer la machine à laver le soir et qu'on veut utiliser l'éclairage, c'est ça? C'est ces batteries, Tout qui ça doit... stockent? Oui, Oui, parce que la nuit, par exemple, enfin, on produit plus de oui, l'énergie n'est... avec C'est ça, avec les l'énergie n'est pas panneaux forte. photovoltaïques, Oui, par voilà. exemple, donc d'où l'intérêt d'avoir des batteries, c'est Oui, ça? donc l'énergie n'est pas forcément disponible au moment où on en a besoin et les batteries sont en composants, mais c'est tout un système en fait qui doit être piloté intelligemment pour qu'on puisse utiliser en fait l'électricité au moment où on en a besoin. Et ça, c'est notre cœur de métier à la base, donc les tableaux électriques, les disjoncteurs, et maintenant on évolue vers un système complet, une offre beaucoup plus complète. Et donc, vous l'avez dit, c'est l'avenir. Le champ de recherche est évidemment très important, hein, dans ce domaine pour produire des batteries qui rechargent le plus rapidement possible, qui sont le moins polluantes possible. Vous faites des recherches dans ce domaine? On fait des recherches et donc là, on a mutualisé nos compétences en interne pour aller encore plus loin et plus vite dans ce domaine, oui. Alors, pour revenir à l'œuvre d'art de l'industrie magnifique, pourquoi avez-vous choisi le collectif belge Labo? Alors, pour trouver le collectif belge Labo, nous avons travaillé avec Thierry Danet, qui est le directeur des artefacts de la laiterie de l'Ososphère. Et ensemble, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et le choix s'est fait assez naturellement en fait pour Labo, qui en fait évolue dans un univers artistique qui nous correspond. Donc ça, c'était aussi un peu notre objectif, qu'on s'y reconnaisse. Et effectivement, ils ont un goût pour les algorithmes, les données, l'électricité. Et ça c'est notre domaine également. Donc ça fait écho en fait à un univers dans lequel on évolue également. Décrivez-nous l'œuvre d'art. Elle est assez monumentale, hein, plus de 7 mètres de long, 2,80 m. Oui, vous pouvez nous la décrire? Alors oui, ce sont donc deux structures assez imposantes. Euh, la première est donc les deux sont en fait sur les deux il y a un miroir 100 ans. 100 ans, ça veut dire il y a Qui un laisse passer la lumière? oui, et on voit son reflet, le reflet de la ville, mais on voit aussi effectivement ce qui est affiché. Et donc sur le premier élément, il y a des milliers d'afficheurs alphanumériques, et sur le deuxième également. Et en fait, le principe d'un disjoncteur ou d'un interrupteur éteint, allumé, yes, no, donc ça c'est le nom de l'œuvre, yes, no, perhaps, est transposé en données binaires, donc le 1 et le 0. Et les segments, en fait, dans ces afficheurs alphanumériques s'allument et s'éteignent aléatoirement jusqu'à former une lettre. Et puis une deuxième lettre et une troisième lettre jusqu'à former un mot. Ça, c'est le premier miroir. Et sur le deuxième, en fait, ces mots sont récupérés pour en former des phrases qui ont du sens. En tout cas, ça, c'est ensuite au spectateur de faire son interprétation. Donc l'idée, c'est vraiment d'interroger le langage dans la place publique, sur la place publique. Oui, l'installation transpose le principe de l'interrupteur, le code binaire de l'informatique et va générer des mots. Elle sera toujours en mouvement, cette œuvre C'est d'art. ça, c'est ça. Elle changera tout le jour. Et comment l'artiste a fait le lien avec votre entreprise dans son œuvre d'art Yes, No, Perhaps? Alors justement, il est venu nous rencontrer, il a visité, découvert la production, les disjoncteurs, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait les liens entre les données binaires et le principe, donc allumé-éteint, de l'interrupteur ou d'un disjoncteur. Et tout ça, en fait, c'est vraiment le fruit d'une collaboration qui a démarré déjà fin 2019 et en vue de l'édition 2020 qui a été décalée. Et puis, il a rencontré nos équipes en production, mais également l'innovation, les ressources humaines, les développements informatiques. Oui, c'était plein de rencontres. Il a également il a également parlé avec Daniel Laguerre. Donc oui, tout ça, ça a alimenté cette œuvre. Et l'œuvre a été produite aussi dans vos ateliers, enfin, avec la participation des salariés de Haguerre? Alors l'œuvre est en construction dans l'atelier à Bruxelles, mais effectivement, il a travaillé entre autres avec un responsable marketing pour équiper l'œuvre avec tous les produits Haguerre, parce qu'il y a un tableau, une armoire électrique avec des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels dans l'œuvre. Et là, on a travaillé ensemble, effectivement, pour l'équiper.
L'installation sera visible donc à l'Industrie Magnifique dès le 3 juin. Est-ce qu'elle sera aussi destinée ensuite à être dans votre entreprise, dans votre usine? Oui, l'œuvre va rester et elle va élire domicile à Blieskastel, notre siège en Allemagne. Il faut un grand siège social pour l'installer. Tout à fait, mais on a la place. Il y a plus de place qu'à Aubernais, c'est ça? Non, on est à peu près sur la même taille. Mais on se souvient que l'œuvre d'art qu'on avait vue à l'Industrie Magnifique en 2018, cet homme qui était sur un taureau, est maintenant dans votre entreprise Aguerre à Aubernais. À Aubernais, oui. Merci beaucoup Nadia Hoffman, chargée de partenariat chez Aguerre. On va retrouver tout de suite en interview, en visio, l'artiste Manuel Abendroth, membre du collectif Labo. Bonjour Manuel Abendroth, membre du collectif belge Labo. Vous êtes architecte, urbaniste et membre de ce collectif d'artistes Labo installé à Bruxelles. Bonjour. Bonjour. On sait que les artistes et le milieu culturel ont beaucoup souffert de la pandémie. Avez-vous hâte de faire découvrir votre œuvre à l'occasion de l'événement L'Industrie Magnifique qui va débuter le 3 juin? Oui, bien évidemment. Ça fait maintenant quasiment un an qu'on n'a présenté que dans des cadres très réduits notre travail et que bien évidemment qui pose aussi des questions très existentielles, hein, parce que c'est bien évidemment aussi une économie qui s'écroule et que d'avoir maintenant des événements qui reprennent, donc en fait qui ont été déjà programmés et qu'on voit que finalement il reprend, ben c'est un très très bon signe et qui nous donne aussi un peu d'espoir que toutes ces choses vont lentement se normaliser et qu'on retrouve un peu une base pour notre travail. Et donc oui, après, ce n'est pas la première fois qu'on va être à Strasbourg. On a eu la chance déjà dans le passé d'être invité par Ososphère, dans le festival Ososphère. Et donc, il y a quand même aussi un public strasbourgeois qui nous attend un peu, je pense, qui connaît un peu notre travail, qui nous a suivis. Donc, aussi hâte à revoir toutes ces personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et vous connaissez l'Alsace? Oui, très bien. Mes parents, ayant allemand, ils avaient une ferme en Alsace près de Haguenau. Et donc, je suis quasiment un habitué de la région. Donc, quelqu'un de très transfrontalier. Donc, vous n'êtes pas en terre inconnue. Et donc, ce sera un petit peu un réveil culturel, hein, on va dire. Hein. C'est ça, cet événement, l'Industrie Magnifique à Strasbourg. Ça fera du bien. Oui, bien évidemment. L'œuvre, on va passer donc à la description de votre œuvre d'art. Elle est assez monumentale, hein, 7 mètres de large, 2,80 m de long, 5 tonnes. Décrivez-nous votre œuvre d'art. En fait, l'œuvre est constituée de deux grands éléments qu'on pourrait dire des grands murs en miroir. Dans ces miroirs sont insérés des afficheurs à 16 segments. Donc, c'est des afficheurs digitaux qui permettent de montrer n'importe quel symbole alphanumérique. Et on a donc sur un premier mur, il y a environ 800 de ces afficheurs qui eux-mêmes montrent chaque fois un affichage aléatoire, dont peut-être une lettre, dont peut-être un chiffre, et dont peut-être ils vont se constituer des mots. Ces mots sont donnés au deuxième mur, qui est nouveau un miroir, dans lequel il y a des afficheurs à plus grande taille et dans lesquels s'inscrit un texte. Ce texte est généré grâce à une intelligence artificielle qui est alimentée par ces mots qui ont été trouvés par hasard ou aléatoirement. Donc, l'œuvre s'appelle Yes, No, Perhaps, donc des 0 et des 1, des certitudes que c'est oui ou non, génèrent peut-être un sens à nos égards. D'où vient le titre Yes, No, Perhaps, et que finalement, le public va donc voir l'image de la ville, vont se refléter dans cette image de la ville et dans laquelle s'affiche une nouvelle parole. Cette parole n'est pas écrite de quelques personnes, de nulle part, c'est la pure aléatoire, mais suivant une logique. Donc, c'est quelque chose, le procédé est logique et on verra quel sera ce que ces murs vont nous raconter. Donc, votre œuvre d'art sera perpétuellement en mouvement, on ne lira jamais le même message, c'est ça? Il y a un générateur de mots qui va fonctionner? Enfin, oui, concrètement, comment ça fonctionne? Derrière, il y a des algorithmes, c'est ça? Oui, donc, comme je disais, le premier mur,
il y a donc ces 800 afficheurs. Si on tend à 16 segments, si on affiche des segments aléatoirement, bah, parfois, ça peut constituer une lettre. Et si on regarde, et ça, cette génération est en continu, et s'il y a une lettre qui a été générée par hasard, bah, elle restera figée. Il y a un deuxième, une troisième. Les combinatoires font que peut-être ça constitue un mot. Ce mot sera donc donné à cette intelligence artificielle, donc aussi un algorithme qui place ces mots dans ce qu'on pourrait dire une syntaxe que nous, on peut lire. Ce qui est important à comprendre, que personne est auteur de ce texte qui va s'écrire. Nous, on met en place un système qui est logique, qui utilise l'aléatoire, néanmoins logique, et qu'on regarde qu'est-ce qui en résulte et qu'est-ce qui sera cette nouvelle parole qui se place finalement dans la place publique. Donc, avec cette installation financée par l'entreprise Hager, vous transposez le principe de l'interrupteur et le code binaire de l'informatique. Vous faites le lien avec l'entreprise Hager. Ouais, disons que c'était une rencontre avec Hager extrêmement fructueuse et intéressante. Par le simple fait que bon, un disjoncteur, si on veut, comme un interrupteur, bah, ça a deux états, du 0 et du 1. C'est allumé, c'est éteint, c'est sauté ou pas sauté. Et que finalement, si on regarde l'histoire de l'ordinateur, elle débute avec Zuse, qui a fait le premier machine à calculer ordinateur, dont il a utilisé 1600 relais. Un relais n'est rien d'autre qu'un interrupteur qui est allumé, éteint, mais on peut le contrôler. Et donc, ça fait une machine à calculer. Et ce qui est intéressant de se dire qu'on voit un dispositif très, très simple, allumé, éteint, ça constitue de l'information, et l'information, ben, on peut la lire, on peut la décoder, on peut l'encoder. Et donc, un peu similaire que comme une entreprise qui voit voir une évolution dans ces dernières centaines d'années de quelque chose qui est extrêmement simple, quasiment un dispositif mécanique, qui devient de plus en plus informatique, jusqu'au devenir des systèmes qui vont gérer toute une maison. Donc, finalement, Hager vit quelque chose que finalement se fait avec toute cette question de ce que nous, on met en place aussi à travers cette installation. Donc, je pense qu'on avait beaucoup de matière à s'échanger. Bien évidemment, notre travail reste un travail artistique, qui a plutôt un regard philosophique, mais dans lequel on voit qu'il y a des réflexions conjointes. Très bien. Et comment vous avez travaillé? Vous avez travaillé avec des informaticiens de Hager, c'est ça? Vous avez travaillé dans votre atelier à Bruxelles, mais est-ce qu'aussi avec des collaborateurs de Hager? Mais disons que ce qui était vraiment intéressant, que Hager opère réellement comme un mécène, ça veut dire qu'ils ont pris beaucoup de temps à choisir un artiste, et au moment où ils ont choisi l'artiste, ils ont donné la main libre carte blanche pour finalement créer quelque chose qui est leur vision. Donc, on était relativement libre à imaginer. Mais notre univers artistique, il y a beaucoup de travail qui travaille avec le numérique, qui utilise ces questions du binaire, du langage. Et donc, on avait déjà beaucoup d'éléments qui pourront créer des passerelles. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Nadia Hoffman, donc la responsable du projet chez Hager, dans lequel on a essayé, mais comment on peut établir ce dialogue avec l'entreprise, avec les collaborateurs de Hager. Et donc, on a fait des rendez-vous, on a fait des interviews, on a fait une exposition chez eux. Donc, on s'est croisés. Et de là est née une idée. C'est là qu'on va la présenter et qu'après, vont aller d'une manière pérenne sur leur site en Allemagne. Oui, sur le site dans la SPA. Voilà, ouais. Siège social en Allemagne. Quelle est la philosophie au final de cette œuvre d'art? C'est vraiment une réflexion sur l'aléatoire et sur l'intelligence artificielle? On travaille beaucoup sur cette idée du langage. Et un langage, en tant qu'artiste, on peut parler de la couleur, de la forme. Il y a beaucoup de manières d'approcher cette notion du langage. Ici, on est très fort dans cette idée du langage binaire et du langage parlé. Et bien évidemment, on peut toujours parler un langage, c'est structuré. Donc, ça a une logique, ça a une syntaxe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on détourne quasiment un peu la logique
du pur, simple 0 et 1, pour créer un espace d'ouverture, pour réfléchir peut-être plus ouvertement et plus théoriquement sur qu'est-ce que ça peut raconter. Donc, on ne cherche pas quelque chose qui nous remplace en tant qu'auteur, mais qu'on regarde qu'est-ce que sont ces logiques et on écrit avec ces logiques. Donc, quelque part, on s'inscrit un peu dans ce qu'on connaît, par exemple, dans la poésie concrète, dans lesquelles c'est moins le texte qui devient le message, mais c'est que comment le texte a été fait. Et c'est là-dessus que le travail réfléchit et que, bien évidemment, ce qui nous intéresse toujours, c'est ces questions du sens au sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système logique, elle est perceptible à nos yeux, il fait sens, mais est-ce que ça fait du sens? Et c'est une question qu'on jette dans l'espace public en se disant que, mais voilà, tous ces nouveaux outils, toutes ces réflexions, mais c'est à l'issue de quoi? Et c'est une question ouverte dans laquelle nous, on n'a pas quelque chose à proclamer, mais on a quelque chose à mettre dans l'espace public. Et c'est ça l'intention principale de l'œuvre. Il y a aussi, oui, une réflexion sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est un mythe? Enfin, je veux dire, est-ce que le terme parfois est un peu exagéré, hein? Ben, c'est bien évidemment une notion qui est très, très, très complexe. Et d'ailleurs, il y aura des échanges aussi sur cette question de l'intelligence artificielle, dans lesquels on devrait d'abord définir qu'est-ce que c'est intelligence. Oui, voilà, l'intelligence. Et que finalement, une intelligence... Oui, parce que c'est le résultat d'algorithmes. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment, oui, une intelligence? Voilà. Et donc, il y a peut-être une définition sur laquelle on pourrait certainement se baser, c'est que oui, ça peut résoudre des problèmes, mais est-ce que ça peut poser des problèmes? Aussi. Ça veut dire, oui. Ça peut-être, avec un algorithme, on pourrait faire un tableau comme Picasso, mais est-ce qu'une intelligence artificielle peut se dire, mais qu'est-ce que c'est de l'art? Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi je suis ici? Donc, et c'est que dans ce cadre-là qu'on peut aussi poser la question de l'intelligence. Ce que moi, je n'aime pas beaucoup cette expression. Pour moi, ce qui est intéressant dans l'algorithme qu'on utilise, c'est que, bien évidemment, si on génère aléatoire des mots, ce n'est pas dans une structure logique et c'est peut-être assez difficile à constituer un texte. Et ici, finalement, les blancs entre les mots peuvent être remplis et c'est là où une intelligence artificielle peut regarder dans quel contexte ces mots sont utilisés le plus souvent, dans quelle position dans une phrase elles se trouvent et constituer donc, grâce à une information existante, à le mettre en place. Ce n'est pas nécessairement intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui écrit un livre et qui est un auteur. Donc, donc pour moi, cette question de l'intelligence artificielle sont donc peut-être des mécanismes dans lesquels on peut créer quelque chose un peu qui sont logiques, qui restent néanmoins des algorithmes, qui ne sont pas intelligents, mais qui peuvent produire des résultats dont on ne connaît peut-être pas d'avance l'issue. Et c'est là aussi, pour revenir sur ce titre « Yes, No, Perhaps », d'une certaine certitude, c'est allumé et c'est éteint, peut-être émerge quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est là-dessus où il y a une notion qu'on utilise beaucoup dans l'informatique qui s'appelle la sérendipité. Ça veut dire l'accident heureux. Et qu'on verra jusqu'à quel point ces logiques peuvent écrire quelque chose qui attire notre intérêt, peut-être fait même peut-être débat, ou que c'est vraiment que du blabla. Donc tout ça, c'est très ouvert et on est curieux à découvrir et à lire pendant un certain temps. Mais c'est à nouveau pour nous très important de placer cette nouvelle parole, parce qu'on parle beaucoup de l'espace public comme un espace aussi d'échange de paroles. Et quand on a des nouvelles formes de prise de position ou de prise de parole, et qu'on le fait participer, ça en soi est déjà un acte signifiant. Merci beaucoup, Manuel Abendroth. On a hâte de découvrir votre œuvre d'art, Yes, No, Perhaps, pour l'industrie magnifique, dès le 3 juin à Strasbourg, sur la terrasse du Palais Rohan. Merci beaucoup. Merci.